l'espace. On pourrait croire qu'il est à conquérir, mais quand on arrive à mi-chemin, un parasite interstellaire fait l'amour à votre visage. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Aujourd'hui, on ne parlera pas du film Prometheus. Mai 1979. Alien. Symbole de la culture pop, l'alien incarne la faiblesse de l'homme parvenu au sommet de sa technologie. Plus proche du mythe de Prométhée que le film du même nom, c'est de ce mythe dont on va parler. Quand on veut parler d'Alien, on commence par le nom de Hans Ruedi Giger. Décédé en mai 2014, c'est cet artiste suisse qui a donné au mythe de l'alien son visage, avec cette forme phallique et carnassière de la créature que vous devez connaître sous le nom de xénomorphe. On doit aussi à Giger le design des œufs, du facehugger, de l'extraterrestre géant, des intérieurs du vaisseau alien, bref, de tout ce qui dans le film produit chez les personnages, comme chez le spectateur, une fascination égale à la répulsion qu'elle inspire. Ah oui, et les connotations sexuelles dans Alien, on n'en parlera pas. Pour le script original, Star Beast, O'Bannon a recyclé un classique de la science-fiction des années 50, celui d'une humanité qui n'est pas préparée à ce que sa science l'amène à découvrir. Mais sur une idée de l'artiste Ron Cobb, l'histoire va être agrémentée de son ingrédient secret, celui qui lui vaudra une bonne partie de son succès, l'embryogenèse de l'alien à l'intérieur d'un corps humain. Deux interventions de la production vont alors modifier le script original et préparer directement le devenir de la saga. D'abord, la découverte d'un androïde au sein de l'équipage, sur une idée de David Giller, puis la survie du personnage principal, Ripley, et le fait que celui-ci soit une femme. Là, on en vient au travail de Ridley Scott. Casting original, bande-son exceptionnelle, effets spéciaux impeccables, le spectateur est transporté dans un univers graphique chargé et réaliste, où deux univers se rencontrent. D'un côté, celui de la technologie, marqué par le travail de l'artiste Ron Cobb, de l'autre, celui du xénomorphe, marqué par le design de Giger. Dans la dernière scène, ces deux univers se confondent et inspirent alors une terreur réciproque. Tout au long du film, Ridley Scott amplifie la curiosité du spectateur et ne dévoile le physique de l'alien qu'au goutte à goutte. Et ça, jusqu'à la confrontation finale avec Ripley. Là, on se rend compte que l'alien est anthropomorphe. Son crâne a d'ailleurs été bâti autour d'un crâne humain. De l'idée originale de Dan O'Bannon au film de Ridley Scott, en passant par l'art de Giger, Alien est et restera toujours une alchimie entre curiosité et horreur. Et c'est cette alchimie qui forme le thème de la saga. Ceux qui veulent en savoir plus sur l'alien condamnent l'humanité à d'atroces souffrances. Et ça, je suis désolé, mais c'est de la mythologie. Vous avez entendu parler de la boîte de Pandore? Eh bien, un œuf alien, c'est un peu la même chose. Pour s'être trop intéressé à son contenu, l'astronaute Kane se fait inséminer et met ainsi en péril le devenir de toute l'humanité. Dans le script de 76, les œufs aliens étaient en réalité des jarres. Et la boîte de Pandore, c'est une jarre. Faites-vous rapidement un résumé d'Alien. Ok, maintenant, retirez de ce résumé l'espace, les vaisseaux spatiaux, l'androïde, le xénomorphe, la mystérieuse compagnie qui veut notre mort à tous pour d'obscures raisons humanitaires. Que reste-t-il? Le fil narratif qui relie tous ces éléments entre eux. Et ce fil, c'est le mythe. Dans beaucoup de mythologies déistes, l'homme est à l'origine une créature extrêmement faible, obligée d'honorer les dieux. Prométhée et Épiméthée ont reçu des dieux tout le matériel nécessaire pour créer la vie sur Terre. Avec de l'argile et de l'eau, Épiméthée crée toutes sortes de créatures. Il les équipe de venin, d'ailes, d'écailles, de sang acide, de souffle de feu, de pouvoir d'invisibilité, et à la fin, il ne lui reste rien. Rien, à part un petit tas de boue dont il ne sait pas quoi faire. Un peu gêné, il va voir son frère, lui remet le tas de boue c'était nous, et Prométhée, c'était le plus cool de tous nos créateurs. Du coup, Prométhée remercie son frère, fabrique l'homme avec de la boue, se rend chez les dieux, réclamer le feu de la connaissance pour les hommes, et il le reçoit. C'est comme ça que l'homme a été créé, avec de la terre, de l'eau et du feu. En échange du feu, Zeus exige que les hommes l'honorent régulièrement avec un sacrifice animal. Comment ça, pourquoi? Mais c'est un deal, ok? Pour le premier sacrifice, Prométhée s'occupe de la besogne à notre place. Il propose à Zeus deux offrandes. D'un côté, la chair d'un bœuf qu'il empile dans une assiette, de l'autre, la peau de l'animal qu'il fait tenir avec des os et bourre de graisse. Croyant choisir l'animal entier, Zeus se fait berner et Prométhée nous donne la viande. S'estimant très mal honoré, Zeus nous reprend le feu. Mais Prométhée ne peut plus s'arrêter d'être cool à ce stade, il va voler directement le feu dans la poche de Zeus. Plus tard,
Lorsque Zeus vit que l'homme savait compter, cuisiner, s'habiller, écrire, bâtir des villes, voyager dans l'espace, il comprend que nous sommes toujours dotés du feu divin. Prométhée a le don de préscience. Il sait où ses actes le mènent, donc il sait qu'il va être châtié. Mais il utilise ses dernières actions pour nous épargner la colère de Zeus. Pour ça, il va voir son frère et le met en garde. N'accepte aucun cadeau de Zeus, dit-il en grec ancien. Zeus doit tromper le don de Prométhée. Pour ça, il demande à son frère Héphaïstos de forger Pandore, la première femme, et à tous les autres dieux d'accorder à Pandore tous les dons pour qu'elle soit forgée parfaite. Pour remercier Épiméthée de sa dévotion candide, Zeus lui offre Pandore. Et Épiméthée, voyant Pandore, n'écoute que pas son frère, et la prend immédiatement pour épouse. Pour bien faire comprendre à Pandore et Épiméthée la responsabilité du mariage, les dieux leur offrent une boîte qu'il ne faut surtout pas ouvrir sous peine de libérer tous les maux de l'humanité. MST, guerre, famine, corruption, Roland Barthes, tout. Parmi tous les dons que Pandore a reçus, Athéna, la fille de Zeus, lui avait remis celui de curiosité. Chez les dieux, la curiosité est un don. Ouais. Et lorsque Pandore voit la boîte, elle n'écoute que ça... personne en fait. Et elle ouvre immédiatement. Là, vous vous demandez, quel rapport avec Alien ? En 1958, la NASA envoie ses premières sondes en dehors de l'attraction terrestre, les sondes Pioneer. Si nous n'en sommes pas aux premiers essais en termes d'exploration dans l'espace, nous en sommes aux premières réussites. Et en 1969, l'homme, et plus particulièrement l'homme américain, marche pour la première fois sur la Lune. Quand sort Alien, la sonde Voyager 1, envoyée en 1977, vient juste d'atteindre Jupiter. Et ça fait 4 mois qu'elle prend des photos. On comprend que le contexte historique était très important pour expliquer la réception du film à son époque. À cette époque, et pour une grande partie de l'humanité, l'espace avait lancé un appel à la science. Cet espace, on le retrouve dès les premières images du film. Et cet appel, on le trouve dès les premières lignes du scénario, avec le signal qui va guider le Nostromo hors de son voyage retour. Dans Alien, le feu prométhéen est illustré par une science conquérante et futuriste, partout omniprésente. La science a un rôle fondamental dans Alien, d'autant plus qu'il s'agit d'une science fantasmée par l'homme de l'époque. Donc on va s'y intéresser. Et on va commencer par le personnage qui incarne la science dans Alien, H. Bon, il y a maman aussi, l'ordinateur de bord, mais on y reviendra. Si H représente la science en tant que scientifique de l'équipage, on découvre au milieu du film qu'il est lui-même fait de science. D'abord présenté comme humain, il se distingue au fur et à mesure des autres membres de l'équipage, plus rustre, plus terre-à-terre, et surtout humain. La découverte de la nature de H dans le film est un pur moment de traumatisme. Mon Dieu, mais c'est du... Alors que nous sommes en train de vivre un huis clos particulièrement horrifique, dans un climat de science-fiction plutôt réaliste, le film nous apprend qu'en 2122, l'humanité fabrique des androïdes à son image. Toute ressemblance avec un projet existant ou ayant existé n'étant que pure coïncidence. La vérité ne doit ici rien au mythe. H a conscience de la créature à laquelle l'équipage est confronté. Lui seul n'étant pas humain, peut lui survivre et ramener le xénomorphe sur Terre. Au final, H incarne une science, non pas sans conscience, puisque les androïdes d'Alien sont plutôt ambigus de ce point de vue, mais sans humanité, où tous les sentiments sont fins afin de servir les buts de la compagnie. Ce qui nous amène au second élément du mythe, Zeus. Parce que le feu divin, c'est quand même son feu à la base. Nous sommes dans le 22e siècle de Danobanon, et une mystérieuse compagnie, la Weyland-Yutani, programme un de ses vaisseaux pour amener une espèce fatale à l'homme. Dans le film de Ridley Scott, le logo de la compagnie est partout. Et Ridley pousse le vice jusqu'à inscrire le nom de la compagnie sur les canettes de bière. Les réalisateurs l'ont répété, le méchant dans cette histoire n'est pas l'alien, qui comme le moustique n'a rien demandé d'autre qu'à se reproduire, mais la compagnie. Et si H est méchant, ce n'est pas parce qu'il incarne la science, mais parce qu'il suit le programme de la compagnie. Tout au long de l'histoire, le spectateur comprend que c'est la compagnie qui tire les ficelles de la trame, et que tout ça n'était qu'un plan. Maman, l'ordinateur de bord, est en fait programmé pour ramener l'alien. Et Pandore, notre maman à tous, était conçue pour ouvrir la boîte. Est-ce que l'alien est une punition pour toute l'humanité ? Oui. Dans un des scripts originaux, l'alien tue Ripley, se dirige vers la Terre avec son vaisseau de sauvetage et se fait passer pour elle en imitant sa voix. Une fin directement inspirée d'une nouvelle de Philip K. Dick que Dan O'Bannon scénarisera pour le cinéma en 1995. Alien est une œuvre majeure dans la culture du 7e art. Mais c'est surtout une icône, dont la popularité excède largement les limites du cinéma. Le xénomorphe et son univers exercent sur notre imagination un pouvoir qui va au-delà de nos attentes de cinéphiles. Une fascination qui rappelle celle des scientifiques pour l'alien, ou encore celle d'Épiméthée pour Pandore. Dans les deux mythologies,
Les deux créatures sont qualifiées de parfaites. Mais l'alien n'est pas la parodie d'un mythe. Il intègre sa propre mythologie dès lors qu'il s'adresse à une humanité sans Dieu, plus passionnée par les mystères de l'univers que par des questions de moralité. Et il nous montre la vanité de cette passion. Et si vous doutez encore que le xénomorphe soit une punition spéciale pour nous, les hommes, demandez-vous pourquoi Jones, le chat de Ripley, lui survit par 2 fois dans le film. Dernier élément du mythe, Prométhée. À un moment un peu obscur de l'histoire d'Hollywood, les grandes autorités ont décidé que notre créateur, c'était lui. Si le Space Jockey est bien notre créateur, eh bien notre créateur est mort, tué par sa propre créature, et il nous invite à ne pas le suivre.